Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis une personne ordinaire, à vrai dire. J'ai fait mes études jusqu'au baccalauréat dans une région lointaine, mais très agréable, les îles Kerkena. Et j'ai débarqué derrière à Tunis pour faire mes études à l'IHEC de Carthage. Depuis, je me suis installé sans jamais quitter Tunis pour vivre, j'allais dire, ma vie professionnelle, pour faire organiser ma vie de famille et pour ma vie tout court. On répète souvent autour de moi que je suis une personne, en quelque sorte, qui a réussi brillamment sa carrière professionnelle. C'est vrai. Au vu de ce que l'entreprise à la création de laquelle j'ai contribué, il y a une trentaine d'années, c'est vrai que c'est un succès, parce que c'est devenu une entreprise extrêmement performante. Mais le mérite revient aussi à mes associés fondateurs de l'époque, aux associés qui nous ont rejoints tout au long de ce parcours, et sans doute aux différentes générations de collaborateurs qui se sont succédés au sein de cette entreprise au fil des années. Évidemment, des questions se posent. Comment est-on arrivé à ce succès? Est-ce que c'est par chance? Est-ce que c'est par ingéniosité des acteurs? Est-ce que c'est par destin ou tout simplement par hasard? Personnellement, je ne saurais vous le dire. Mais lorsque je me suis livré, il y a quelques jours, à cet exercice de devoir venir vous parler de cette expérience, j'en arrive en fait à 4 leçons essentielles que j'aurai le loisir de partager avec vous. Moi, j'ai démarré mon activité professionnelle à l'âge de 26 ans. Et plus ou moins à la même époque, j'avais commencé une activité sportive nouvelle pour moi, le tennis. Vous savez, en général, c'est depuis l'enfance qu'on apprend les bonnes bases du tennis. C'est un sport qui est extrêmement compliqué à pratiquer, mais très agréable à jouer. Et bon, d'une certaine façon, je suis arrivé à combler un tant soit peu ce gap et à le pratiquer d'une façon, j'allais dire, continue, à y prendre plaisir et à le jouer, évidemment, sans doute très loin du niveau professionnel, ce n'est pas le but. Mais tout de même, je suis arrivé à le jouer dans des conditions de compétition. Et je réalise en fait, avec ces années-là, à quel point, à la fois ma pratique de ce sport et mon exercice professionnel se sont enrichis mutuellement. Et curieusement, et à travers cet exercice-là de sortir quelles sont les leçons de ces plus de 30 années de carrière, je conclus, je trouve que pas mal de leçons de vie se croisent, se retrouvent au niveau des deux disciplines. Mais avant cela, je souhaiterais d'abord vous parler de la genèse de cette entreprise et ensuite, on fera directement un saut de quelques décennies pour voir où elle en est aujourd'hui. Vidéo, s'il vous plaît.
L'histoire a commencé par la rencontre de 3 jeunes fraîchement diplômés de l'IHEC, Rida Ben Zayed, Mohamed Zine Abidine Sherif et Nourdine Haji. Ils s'associent aussi avec Ali Benoun, qui a déjà de l'expérience, autour d'un projet de cabinet professionnel de groupe. Les discussions entre ces 4 personnes ont abouti à la création en mars 1987 de la société AMC, Audit et Management Consulting. Hasard parce que, en réalité, cette rencontre a été en grande partie le fruit du hasard. Chance parce que c'est une véritable chance de tomber sur des personnes qu'on ne connaissait pas assez, ou peut-être pas du tout, et qui s'avèrent être foncièrement bonnes. Détermination parce que nous avons vécu au départ des moments difficiles, mais nous étions quand même déterminés pour réussir. Nous avons toujours pensé que nous allions faire quelque chose de bon. Merci. Voici là où on est. Nous sommes aujourd'hui très clairement le cabinet professionnel préféré sur le marché, avec la plus grande notoriété et la meilleure image, aussi bien à l'échelle du cabinet dans son ensemble que celui de ses différents segments d'activité. Avec environ 50 millions de dinars de chiffre d'affaires et plus de 600 collaborateurs, nous nous imposons aujourd'hui comme le cabinet leader en audit et conseil d'entreprise, en Tunisie, mais également au niveau régional. Nous avons ainsi acquis un fort niveau d'engagement de nos collaborateurs et un sentiment d'appartenance inégalable, qualifié de best in class dans les activités de service professionnel. Honnêtement, non. J'étais convaincu que nous allions réussir en nous faisant une place respectable. Mais de là à être un jour un cabinet référence, un cabinet leader sur le marché, non. Alors, what's next? Nous mettons déjà le cap sur 2025 avec pour ambition d'être le cabinet de services professionnels pionnier et le plus innovant sur le marché, le Most Long-Term Value Provider, pour ses collaborateurs, pour ses clients et pour la communauté, avec un fort rayonnement au sein de l'espace régional dans son ensemble. Notre ambition est de faire de notre firme le best place to work sur la place et la meilleure référence en gender equality dans la profession. Notre objectif est de continuer sur le rythme de croissance élevé que nous avons toujours connu pour atteindre à l'horizon 2025 1000 collaborateurs produisant plus de 100 millions de dinars de chiffre d'affaires, dont 75% réalisés à l'étranger et 40% en services à haut contenu technologique, innovation et économie verte. Merci. Alors, c'est quoi les 4 leçons de vie? Vous avez vu le jump d'une trentaine d'années. Je crois que la première leçon qui me vient à l'esprit sans doute, elle est la suivante: l'ambition et l'audace. Parce que ça commence toujours par ça pour avoir un succès. Ça commence par avoir de l'ambition, avoir un rêve, se fixer ou fixer dans son esprit une image dans laquelle on se projette, une image qui est à la fois extrêmement positive de soi ou de l'entreprise dans laquelle on est engagé, et c'est en fait d'une certaine façon la même chose, une image qui est assez lointaine dans la durée, et une image qui en réalité complètement en décalage par rapport à la situation présente. Donc on se dit, waouh, c'est pas possible. Alors évidemment, on peut penser que lorsqu'on se fixe une ambition qui soit extrêmement, j'allais dire, positive, qu'elle est tellement en décalage par rapport à la situation présente, qu'avoir ce type d'état d'esprit est quelque chose qui est probablement improductif, peut-être superflu, incongru. Non, pas du tout. Je dirais plus l'image qu'on se met dans l'esprit est distante par rapport à la situation présente, mieux ça vaut. Le tout est tout simplement que derrière cette ambition-là, on aligne les initiatives, on aligne les actions,
on s'y engage pour parvenir. C'est ça, j'allais dire, la clé de succès. Évidemment, nous sommes passés par là et je crois que c'est l'une des conditions qui ont fait, d'une certaine façon, notre succès depuis le départ. Et vous allez tout à l'heure voir cet état d'esprit, comment il s'est répercuté sans le vouloir à l'ensemble des membres de notre organisation. Alors ça a commencé déjà depuis le départ. Et regardez, qu'est-ce que nous avons fait au tout début, c'est-à-dire faire 1989, c'est-à-dire 2 ans après la création de notre cabinet, alors qu'on n'était rien, on était quelques personnes, on n'avait peut-être même pas de collaborateurs à ce moment-là. Vidéo, s'il vous plaît. L'histoire de EY en Tunisie a été ponctuée de beaucoup de tournants, moments marquants où des choix particulièrement audacieux ont été réalisés. Ce sont ces décisions qui ont dessiné la trajectoire du cabinet tout au long de son parcours. Par exemple, en 1990, alors que le cabinet a seulement 2 ans d'existence effective et peine avec ses quelques collaborateurs à se faire une place sur le marché, les associés fondateurs décident de partir à la quête d'un grand réseau international parmi les Big Six qui existaient à l'époque, ce qui a abouti à la conclusion en 1991 d'un accord partenariat avec EY sous le statut de Technical Agreement Firm, statut qui a évolué après 3 ans d'observation en Full Member Firm. Ce sont les anecdotes de Philippe Ouzouf qui me viennent à l'esprit. Philippe a été l'associé qui nous avait accompagnés tout au long de notre aventure à EY depuis ses débuts en 1990. Un jour, il nous avait dit « Je vais vous faire une confidence, les gars. Vous savez, lorsque j'étais venu en 90 pour faire la due deal, j'ai vu que vous êtes gentil, vous êtes sympathique, mais je me suis rapidement rendu compte que vous êtes tout petit, pas de grands dossiers, pas assez de visibilité sur le marché, somme toute, pas le profil que cherche usuellement EY. D'autant plus qu'il y avait d'autres candidats qui étaient bien mieux que vous. Mais j'avais face à moi des jeunes qui sont pleins d'ambition et qui parlent vrai. Ils reconnaissent qu'ils partent de loin, mais affichent une énergie et une volonté très forte pour aller de l'avant. C'est sur vous en tant que personne que j'ai misé, ce n'est pas sur autre chose. Merci. Donc voilà la première leçon, ambition, audace, sans modération, à consommer sans modération. La seconde leçon que je tire de ces années-là, c'est qu'évidemment, on passe par des difficultés, on passe par des moments d'adversité. On te change, par exemple, une réglementation qui change complètement les règles de jeu, un marché qui est complètement fermé, j'allais dire des situations ou des conditions d'exercice du métier qui changent radicalement, ou que les conditions du pays deviennent extrêmement difficiles. Et on en est passé par là, et j'arrive à la fin de ces années-là que finalement, dans toute situation d'adversité, il y a toujours une possibilité de trouver une voie. Il y a d'abord une façon de contrer cette adversité-là, comme première réaction, et deuxièmement, de chercher des opportunités derrière. Et il y en a. C'est quelque chose qui est, j'allais dire, irréaliste, c'est pas vrai. Et donc la règle d'or, c'est ne jamais cesser de penser qu'il y a toujours des opportunités dans les moments d'adversité. Parmi les moments qu'on a vus dans ce goût, c'est juste après la Révolution. Je me rappelle après la Révolution, vous savez, 2011-2012, notre business a été extrêmement touché. Nous étions dans une situation flat en termes d'activité. Nous avons même diminué de niveau d'activité. Et on a compris que sur le marché tunisien sur lequel on était complètement engagé, la situation de morosité risque de durer. Et ce que nous avions fait, à ce moment-là, tout simplement, les premiers réflexes étaient relativement pas très bons, mais à la fin, on arrive au fait de dire, allez, on va se réinventer. On va tout simplement prendre en compte les besoins de l'ensemble des marchés qui sont autour de nous. Et il y avait l'envolée de la technologie. On s'était dit, de toute façon, nous sommes dans un pays
où il y a suffisamment de compétences dans ce domaine-là, on va tout simplement enclencher toute une politique, une stratégie de développement à l'international couplée avec un accroissement de l'offre de consulting autour de la technologie. Et de 2014, on était dans une situation où on faisait à peu près 13 millions de dinars de chiffre d'affaires, 0% sur le marché hors Tunisie. 6 ans après, on est à, vous l'avez vu, en 2011, on est à 50 millions de dinars de chiffre d'affaires et les 2 tiers de notre activité sur l'international. Et plus que 30% de notre activité est à haut contenu technologique. Donc c'était ça, en fait, le déclenchement. Et ça ne s'est pas arrêté là, on a eu le même épisode en pleine crise Covid, parce que très récemment, sur la crise Covid, on était engagé sur un plan d'investissement extrêmement fort et le Covid était venu. La première fois, en mars-avril 2020, c'était des situations de crise, comment on va faire? Il y a beaucoup de millions de dinars qui sont engagés. On a pensé à un repli, eh bien non. On a fait l'inverse, on a non seulement maintenu l'investissement, on a même accru. Regardez, vidéo s'il vous plaît. En 2020, en pleine crise Covid, qui s'ajoute au contexte politique et économique déjà défavorable, les associés ont décidé d'investir massivement dans un nouveau cadre de travail. EY Tower allie modernité, confort, ergonomie et transition fluide entre concentration individuelle et travail collaboratif. Le New Work Style adopté à EY Tower est en soi une innovation. Aujourd'hui, la réservation des espaces de travail individuels ou collaboratifs, des salles de réunion ou des places de parking se fait via smartphone avec une priorisation intelligente. Le paiement dans le resto interne est également entièrement digitalisé. EY Tower, c'est également la vitrine d'une orientation forte dans l'innovation grâce à un espace de 600 m² dédié à un laboratoire d'innovation EY InStation. InStation pour dire Innovation Station. En quelques mots, c'est un concentré de compétences dédié à l'innovation. Leur mission est d'interagir et d'accompagner les autres professionnels des service lines, les clients et les startups dans des espaces favorisant la créativité et la co-construction via le design thinking. Merci. Troisième leçon, bien gérer ces moments de doute. Dans tout ce parcours, nous avons connu des échecs. J'ai connu personnellement des échecs. J'ai connu et j'ai vécu des moments de doute, partout, même récemment. Et au départ, en fait, je gérais très mal cette situation. Je te dis des moments de doute, c'est que, par exemple, tu perds sur une grande affaire dans un processus de bidding, un client qui est insatisfait parce que le travail est mal fait, tu perds un collaborateur extrêmement précieux. Toi, personnellement, tu t'engages dans des réunions internes et finalement, tu te trouves que tu n'as pas été bien inspiré pour faire avancer les choses. On passe tous ces moments de doute. Même les sportifs de haut niveau, j'allais dire les grandes stars de l'art, du cinéma, politique, du monde du business, tout le monde connaît ces situations-là. Et en fait, au départ, je les gérais très mal, donc c'est une période qui dure assez longtemps. Et je ne sais pas, quelque part, je ne sais pas comment les choses se sont enclenchées dans ma tête, c'est à travers le tennis que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il y a une autre façon de gérer ces moments-là, en voyant les grands champions de tennis qui, quelquefois, au début d'un match, ne retrouvent pas leur jeu, ils font tout faux, ils sont crispés, etc. Moi, dans la même situation, je m'énerve et je perds tous mes moyens et je perds tout. Et en fait, je regarde ces joueurs-là, quelle capacité ils ont pour laisser le temps passer et se dire, de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va reprendre. Et je ne sais pas, pour ceux qui connaissent ce sport-là et même d'autres sports, comment une personne arrive à changer complètement de jeu sur le deuxième, troisième, quatrième jeu. Vous avez un Roger Federer qui a fait pas mal ça, vous avez un Rafael Nadal, c'est quelque chose d'impressionnant. Et donc la leçon que j'avais tirée, lorsqu'on vit des mondes doutes, il faut les accepter, on y passe tous, et tout simplement essayer de ne pas prendre beaucoup d'initiatives, mais surtout ne jamais perdre de vue dans sa tête qu'à un moment ou à un autre, le positif va encore prendre. Si la conviction en soi
que ça va redémarrer que ça fait changer les choses. Et avec le temps, ce moment de doute se raccourcit et maintenant je peux en avoir, mais de toute façon, je ne perds jamais que ça va encore prendre. Et quatrième leçon qu'elle est importante, c'est l'humain. Faire de l'humain autour de soi une véritable force. Je crois que c'est la clé du succès de n'importe quelle organisation, qu'elle soit dans entreprise ou une organisation non économique. Et en cela, franchement, j'ai appris beaucoup de choses à travers les années. J'ai appris comment faire en sorte que la diversité soit une force. Évidemment, lorsque tu as un groupe de personnes qui sont ensemble pour faire quelque chose, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des atouts, nous avons des qualités, mais nous avons des défauts. Le fait de regarder, de s'appesantir sur les points faibles de chacun ne fait pas avancer les choses. À coup sûr, vous n'avancez pas. En revanche, si vous dites sur chaque personne, j'oublie un peu ses défauts et je me concentre sur ses qualités et je fais de sorte que les qualités des uns et des autres se mettent en commun, vous faites des miracles. Ça, je l'ai appris à travers mon exercice professionnel. J'ai appris également à écouter, à se donner du temps pour écouter. Et lorsque je dis écouter, ce n'est pas uniquement une question de temps. Parce qu'au départ, lorsque je dis écouter, écouter n'importe quelle personne dans l'organisation, quel que soit son âge, quelle que soit sa position, quel que soit son niveau intellectuel, je dirais. Et parce qu'en y pensant, lorsque vous écoutez profondément une personne, souvent, vous allez trouver que ce n'est pas si bête que ça. Au contraire, ce sont de bonnes idées. Le tout est que toi-même, tu changes de perspective par rapport à ce qui se dit et peut-être de changer d'angle de vue par rapport à ce qui se dit. Et ça, c'est un élément extrêmement important. J'ai appris également à exprimer sa reconnaissance envers les collaborateurs. Et je me rends compte, en fait, que dire merci, dire travail bien fait, dire bravo, à quel point ça peut impacter une personne, lui donne une énergie extraordinaire pour, j'allais dire, se surpasser et pour se remotiver dans les jours qui suivent. C'est quelque chose qui a un impact extrêmement fort. Tout cela, je l'ai appris. Je ne suis pas sûr de l'avoir appliqué de façon correcte. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis affirmatif en disant que j'ai fait pas mal de progrès au fil des années dans ce domaine-là. Et je crois que sur ce domaine-là, en le faisant d'une façon continue au sein d'une organisation, il y a quelque part des valeurs qui ressortent et qui commencent à être partagées par les uns et les autres sans que vous fassiez un effort quelconque. On appelle ça la culture d'entreprise. On avait posé la question il y a quelques jours aux membres du comité exécutif des associés de ce cabinet. Il y avait quelqu'un externe qui était venu les interviewer en leur disant, écoute, dites-moi, selon vous, quels sont les 2 mots qui traduisent le plus, le mieux votre entreprise? Regardez ce qui a été dit. Vidéo, s'il vous plaît. La force de l'humain et l'ambition. Ambition. Ambition. Ambition et partage. Valeurs partagées. Partage et rigueur. Excellence et partage. Croissance. Engagement. Accompagner. Leader. Sérieux. Teaming, équipe et courage to lead. Intégrité et qualité. C'est une équipe très engagée pour le développement de la Tunisie et de l'Afrique subsaharienne. Pragmatisme et responsabilité. S'épanouir. Best place to be. Une école et une fierté. Initiative. Ambition et clairvoyance. On ne s'est pas du tout concerté. Donc, voilà l'histoire de cette petite entreprise. Je voudrais tout simplement revenir au tennis. Il y a un vocabulaire, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais il est extrêmement instructif. Lorsque notamment on parle d'initiative, d'ambition, d'audace. Vous savez, lorsque un joueur de tennis, en jouant la balle donc, des 2 côtés, il frappe la balle et elle accroche la bande de filet. Il y a 2 hypothèses. Soit qu'elle tombe du côté
de son camp, évidemment le point est contre lui, soit qu'elle tombe du côté du camp de l'adversaire, évidemment il en est généralement très loin, il n'arrive jamais à la récupérer et le point est fait pour celui qui a fait le coup. Le commun des mortels disent il a eu de la chance. La même chose, lorsqu'il joue une balle, il la met sur la ligne et peut-être elle touche 1 millimètre. Il a de la chance. Dans le jargon du tennis, si vous faites attention même au commentateur, il dit il a de la réussite. Il ne dit pas il a de la chance. Il y a une nuance. Cela signifie que si chance, il faut. Parce que tu as un joueur qui a provoqué cette chance. C'est lui qui a frappé la balle. C'est lui qui a pris l'initiative de la frapper du côté de la ligne, le plus loin possible du joueur. Et il a toute la nuance. Alors, il n'y a qu'à vous souhaiter, vous l'avez compris, je ne vais pas vous dire bonne chance, mais bonne réussite. Merci.